Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis, dans la ville de Cincinnati, qui se situe dans le sud-ouest de l'Ohio, sur la rive droite du fleuve Ohio. C'est dans un quartier paisible de cette ville qu'une famille va perdre la vie dans d'étranges circonstances. Gerald John Brica, appelé par tout le monde Jerry, est le premier enfant d'Elmer et Dolores. Il est né à San Francisco le 25 janvier 1938. Il va au lycée Saint-Ignatius où il excelle dans des compétitions de natation et continue ensuite ses études à Stanford où il obtient son diplôme d'ingénieur chimiste en 1960. Il trouve très vite un emploi dans une société Monsanto et est envoyé dans une usine de la société qui se trouve à Seattle. C'est là qu'il rencontre une très belle jeune hôtesse de l'air qui travaille pour United Airlines. Elle s'appelle Linda Jane Bulow. Elle est née le 4 janvier 1943 et a grandi à Barrington Hills, une communauté riche près de Chicago. Ses parents, Adolphe et June Bulow, sont assez aisés. Adolphe dirige une entreprise, Bulow Welding and Engineering, qui a prospéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ses amis décrivent Linda comme une véritable beauté. Les hommes se retournent sur son passage. Elle est grande, bien faite, avec des traits nets et de grands yeux bruns qui possèdent une intensité séduisante. En plus, elle adore les animaux. Jerry et Linda tombent follement amoureux et le couple se marie le 25 novembre 1961 au plus grand bonheur de leur famille. Selon les avis de tous, l'union est heureuse et ils s'aiment beaucoup. Et chacune des familles trouve qu'ils vont bien ensemble. Et comble de joie pour eux, le 6 juin 1962 arrive une belle petite fille qu'ils appellent Deborah Ann. La famille déménage en 1963 à Cincinnati dans une maison à 2 étages au 3381 Greenway Avenue dans le quartier calme de Bridgeton pour être plus proche de l'usine où travaille Jerry. Ses horaires sont difficiles, il travaille les week-ends et parfois la nuit et ce déménagement lui permet de rentrer plus vite une fois sa journée terminée. Depuis la naissance de leur fille, Linda a arrêté de travailler pour s'occuper d'elle. La vie est agréable et la famille s'intègre parfaitement dans leur nouveau quartier. Ils font des barbecues avec leurs voisins et passent même les fêtes avec eux. Comme notre couple est plus jeune que la plupart des voisins, ceux-ci les surnomment affectueusement les enfants. En 1966, Linda ressent le besoin de retourner travailler, même si son mari gagne très bien sa vie. Elle se trouve un emploi à temps partiel dans la clinique vétérinaire du coin, le Greenway Animal Hospital du docteur Fred Leninger. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Brica. Le mardi 27 septembre 1966, Richard Meyer, le voisin le plus proche de la famille, s'interroge. Il n'a aucune nouvelle de ses voisins. Jerry n'a pas rentré les poubelles qui sont toujours sur le devant de la maison depuis dimanche soir. Les 2 chiens de la famille ne sont plus sortis. Un journal qui est sur le perron n'a pas été ramassé. Les 2 voitures du couple n'ont pas bougé depuis 2 jours. Et les lumières sont allumées nuit et jour. Meyer frappe à la porte mais n'obtient pas de réponse. Il essaye de leur téléphoner sans plus de résultats. Par contre, il voit que la porte d'entrée est entr'ouverte. Méfiant, Meyer va chercher un autre voisin qui s'appelle Richard Janssens et est un vétéran de l'armée. Les 2 Richard décident d'entrer dans la maison des Brica vers 22h40. Personnellement, j'aurais prévenu la police, mais nos 2 hommes préfèrent aller voir par eux-mêmes ce qu'il se passe avant d'alerter les autorités pour rien. Après tout, les Brica sont peut-être partis en vacances sans les prévenir et ont mal fermé leurs portes. Les 2 hommes poussent la porte et sont immédiatement assaillis par une odeur nauséabonde qui ne présage rien de bon. Ils ne trouvent rien au rez-de-chaussée et montent donc à l'étage où l'odeur se fait de plus en plus forte. Et dans la chambre du couple, sur le sol, ils trouvent les corps de Jerry et Linda. Jerry est couché face contre terre entre le mur et le lit, et Linda est couchée sur lui. Pire encore, la petite Deborah est elle aussi trouvée sans vie sur le sol de sa chambre. Les 2 hommes partent en courant de la maison pour aller prévenir la police. Ils sont traumatisés et témoignent, je cite, « J'ai appelé Richard Janssens et je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Sa femme nous a obligés à aller frapper à la porte et voir ce qu'il se passait. Même si les lumières étaient encore allumées, personne n'a répondu.
Finalement, on a poussé la porte et une odeur nauséabonde et putride nous a frappé comme un coup de poing au visage. J'ai dit à Janssens, il y a quelque chose de mort là-dedans. Il n'y a pas d'autre odeur comme celle-ci dans le monde. Nous ne pourrons jamais oublier les corps de nos voisins couverts de sang, et on a encore les larmes aux yeux quand on pense à la petite et à ce que ces bâtards lui ont fait. Les enquêteurs arrivent rapidement et constatent que les portes avant et arrière de la maison sont fermées mais pas à clé. Nos deux Richards ont refermé la porte d'entrée en sortant. Il n'y a aucun signe d'effraction ou de lutte. Il y a des vêtements dans le sèche-linge de la buanderie et une partie d'entre eux sont retrouvés pliés sur le canapé dans le salon. Linda devait être en train de s'occuper des lessives au moment de l'attaque. Les deux chiens sont découverts enfermés dans une pièce à l'arrière de la maison. Ils sont affamés mais en vie. Un couteau faisant partie d'un ensemble a disparu. Sur les lames, il est écrit « Radiabros India ». Le corps de Jerry est habillé mais ne porte pas de chaussures. Il a une chaussette dans la bouche. Son portefeuille vide est posé sur le lit. Linda est vêtue comme si elle était prête à aller se coucher au moment de l'attaque. Elle tient une poignée de cheveux dans sa main. Un bout de ruban adhésif montre que le couple a été attaché avant la mort et qu'ils ont été détachés ensuite, et un autre morceau de collant est sur le menton de Jerry, prouvant qu'il a été bâillonné avant sa mort. La petite Deborah porte sa robe de nuit en flanelle et une chaussette rouge. L'autre chaussette est posée sur le lit. Des morceaux de corde sont trouvés dans le garage. Ils semblent avoir été coupés avec l'intention d'attacher quelqu'un. Cette corde appartient à Jerry. La police scientifique relève les empreintes, les cheveux, les draps et serviettes ensanglantées et aspire la moquette pour avoir tous les indices possibles. Et il découvre un mégot de cigarette de marque Marlboro et le tout est mis sous scellé. Une empreinte n'appartenant à aucun des membres de la famille est découverte. Par contre, il n'y a aucune trace de l'arme du crime, qui est certainement le couteau qui manque dans la cuisine. Les autopsies sont glaçantes. Le couple a reçu des coups violents à la tête et leurs bras portent des marques de défense. Ils ont été poignardés au dos et à la poitrine, Jerry 9 fois et Linda 8. Elle a eu des rapports peu avant sa mort, mais il est impossible de savoir s'ils ont été consentis ou forcés. Du liquide séminal est prélevé. La petite fille a quant à elle été poignardée 4 fois. Quel genre de monstre peut faire ça? L'ordre dans lequel ils ont été tués n'est pas déterminé. Les crimes sembleraient avoir été commis la nuit du dimanche 25 septembre après 22 heures au lundi 26. Jerry avait été vu acheter du lait à 20h30 le dimanche et a sorti les poubelles ensuite, et Linda avait reçu un appel de son père à 22 heures. Le lendemain, Glenn Ritchie de la société Monsanto pour qui Jerry travaillait lui a téléphoné à 6h30 car ils devaient partir ensemble à Nitro en Virginie-Occidentale pour le travail et Jerry n'était pas à l'aéroport. Bien entendu, personne n'a répondu. Ils étaient certainement déjà morts. Le journal du lundi manque sur le perron, ce qui fait penser aux enquêteurs que le tueur s'en est servi pour emballer le couteau et partir avec pour s'en débarrasser. La femme de Richard Meyer signale à la police avoir vu un individu rôdant dans la rue le jeudi précédant les meurtres. Elle était en train de repeindre des meubles dans le garage avec la porte ouverte et a vu cet homme faire des allers-retours dans la rue. Elle est malheureusement incapable de le décrire. Les autres voisins sont également interrogés sur cet homme mais sans succès. Une des questions qui se posent pour trouver le coupable est « s'agit-il d'un crime crapuleux ou la famille était-elle visée ?» Car au moment où cette affaire se passe, il y a une vague de crimes non résolus qui a duré 10 mois dans la région. 7 femmes ont été étranglées et la police pense qu'il s'agit d'un tueur en série qu'ils ont surnommé l'étrangleur de Cincinnati. Il s'attaque à des victimes qui résident dans des quartiers plutôt défavorisés de la ville et 5 de ces victimes ont été brutalement agressées sexuellement. La première victime, Imogen Harrington, avait 56 ans et a été étranglée le 2 décembre 1965. Le 4 avril 1966, c'est Lois Dante, 58 ans, qui succombe entre ses mains dans son appartement situé au rez-de-chaussée. Le 10 juin 1966, Mathilda Janet Messer, 56 ans, est retrouvée dans un parc, violée et étranglée. Le 14 août 1966, Barbara Bowman, 31 ans, est attaquée par le chauffeur de taxi qui la ramenait chez elle et a été poignardée à la gorge. Elle est décédée peu après avoir été retrouvée par la police. Le 11 octobre, Alice Okenhausen, 51 ans, est étranglée et abusée. Le 20 octobre, c'est Rose Winstel, qui a 80 ans, qui est retrouvée étranglée chez elle. Et le 9 décembre, Lula Kerrick, 81 ans, est étranglée dans l'ascenseur de son immeuble avec ses bas. Un homme, Postil Lasky Jr., est arrêté et jugé, mais uniquement pour le meurtre de Barbara Bowman. Il est soupçonné d'être l'étrangleur de Cincinnati, mais rien ne permet de l'affirmer. Il est mort en prison le 27 mai 2007.
Seulement, ce tueur s'attaque à des femmes seules et non à des familles. Et en plus, Linda est plus jeune que ses victimes habituelles et elle ne vit pas dans une zone défavorisée. Alors, les membres de la famille Bricka connaissaient-ils leur tueur? Certains enquêteurs le pensent à cause de quelques indices. L'absence d'effraction, bien entendu, le fait d'avoir tué la petite fille car elle aurait pu reconnaître le tueur et le dénoncer, et il y a aussi les chiens. Toutes les personnes interrogées sont d'accord pour dire qu'ils sont assez agressifs et très protecteurs envers la famille. Or, personne ne les a entendus aboyer et ils se sont laissés enfermer dans une pièce. Il y a aussi l'hypothèse qu'ils aient été drogués, mais ils ne se seraient pas laissés faire par un inconnu. Les morceaux de corde préparés dans le garage soutiennent également cette théorie. Le tueur doit bien connaître la maison pour savoir qu'il y avait cette corde. Mais d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un tueur professionnel car il n'a presque pas laissé de preuves. L'affaire choque toute la ville, les gens se précipitent pour adopter des chiens de garde, les serruriers sont surchargés de demandes pour renforcer les serrures des portes et les armureries sont prises d'assaut. Plus de 400 personnes sont interrogées. Le massacre, apparemment sans mobile de toute une famille tranquille, traumatise et les habitants de la ville mettent la pression sur la police pour trouver le tueur. Mais en menant leur enquête et en interrogeant les proches et les voisins, les policiers se rendent compte que le couple modèle formé par Jerry et Linda n'était pas si parfait que ça. Jerry avait eu une aventure extra-conjugale et des rumeurs parlent d'une liaison entre Linda et son patron, le docteur Fred Leninger, qu'elle aurait fini par laisser tomber. Il aurait tué toute la famille pour se venger de cette rupture. Il est interrogé une première fois pendant 10 minutes et un autre jour pendant 45 minutes. Le lendemain de cet entretien, la police se rend au domicile du docteur et sa femme les accueille en leur disant qu'il est traumatisé par leur discussion de la veille et que dorénavant, ils devront passer par leur avocat pour lui parler. Et sans surprise, l'avocat met son veto à toute conversation avec Fred Leninger. Bizarre. En plus, qui de mieux qu'un vétérinaire pour droguer des chiens? Un vétérinaire est également moins choqué par la vue du sang et le morceau de bande trouvé sur le menton de Jerry est issu d'une bande médicale. Deborah le connaissait et aurait pu le dénoncer. Mais ce faisceau de preuves n'est pas suffisant pour inculper Fred Leninger. La police dit à ce sujet aux journalistes, sans bien sûr citer le nom du vétérinaire, « Nous vivons presque avec le suspect. Un policier le surveille à partir du moment où il quitte sa maison le matin et reste à proximité jusqu'à ce qu'il revienne se coucher. Un de nos hommes déjeune même dans le même restaurant où le suspect mange. Le fait de savoir que la police le surveille a un effet sur le suspect. Je comprends que ces cocktails du midi se multiplient. Au début, il buvait un verre, mais maintenant il en boit au moins 3. Personnellement, je me dis que s'il en voulait à Linda, il n'était pas utile de tuer toute sa famille et surtout pas une petite fille qu'il appelait oncle Freddy et qui avait toute confiance en lui. Mais ce ne serait pas le premier à vriller et à tuer même des innocents. Il a travaillé dans sa clinique vétérinaire jusqu'en 1995 et beaucoup d'habitants pensent qu'il est le tueur malgré le manque de preuves et il n'y a que des rumeurs. Il s'est donné la mort le 23 février 2004. Certains y voient un aveu de culpabilité et d'autres le résultat du harcèlement qu'il a subi depuis l'affaire. Richard Meyer, le voisin, a également été suspecté et interrogé, mais il a été rapidement écarté de la liste des suspects. Ça n'a pas empêché à des personnes malveillantes de tourmenter le couple Meyer en leur donnant des coups de téléphone anonymes et en disant que Richard était le tueur. Une autre théorie venant de nulle part à part de rumeurs dit que Jerry aurait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir à son travail chez Monsanto. Bien sûr, aucune preuve n'atteste cette hypothèse. Et encore une fois, pourquoi tuer toute la famille? Une autre idée dit que Linda était tuée à cause de son amour pour les animaux. Avant son décès, elle menait une enquête sur un culte qui procédait à des sacrifices d'animaux et elle s'apprêtait à dénoncer les membres de ce culte. Je ne dis pas que c'est faux, mais alors je ne comprends pas. Les membres de ce culte auraient massacré une famille et n'auraient pas touché aux chiens, alors que ce sont des tueurs d'animaux. Je ne trouve pas ça très logique. Une amie de Linda explique que son comportement avait changé quelque temps avant les meurtres. Elle avait peur et ne laissait plus sa fille jouer dehors, et même pour aller jouer avec la fille de sa voisine, Linda l'accompagnait. Et c'est peut-être dû à d'autres crimes. Valérie Percé, 21 ans, a été tuée à coups de couteau dans sa chambre dans l'Illinois le 18 septembre 1966. Je ne vais pas m'étendre sur cette affaire car je pense en parler dans une autre vidéo plus complète. Alors, quel est le rapport? Linda, ne l'oubliez pas, a grandi dans l'Illinois dans une famille aisée comme Valérie. Et elles sont allées au lycée ensemble. Jusque-là, un hasard me direz-vous, et je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas tout.
Avant ça, le 23 juin 1966, les corps de Lisa Wick et Lonnie Trumbull ont été découverts dans leur appartement à Seattle. Elles ont été matraquées, mais heureusement, Lisa a survécu. Selon les enquêteurs, il y a une forte possibilité qu'il s'agisse d'un acte de vengeance par quelqu'un qu'une ou que les deux victimes connaissaient. Et cerise sur le gâteau, les deux victimes étaient hôtesses de l'air pour United Airlines et avaient été les collègues de Linda, et elles avaient même vécu avec elle. Lisa n'a pas pu identifier leur agresseur, mais un portrait robot a été fait d'après ses souvenirs. Alors quand on met ces trois agressions l'une après l'autre, je comprends pourquoi Linda avait peur. Autre fait qui pourrait justifier cette peur, Linda aurait aidé à démanteler un trafic de drogue quand elle était hôtesse de l'air, mais il n'y a aucune trace officielle de cette histoire. Ce massacre pourrait-il être une vengeance suite à cette affaire si elle a réellement eu lieu? Mais pourquoi si longtemps après? Une voisine de l'époque, Judith Emmer, dit qu'il est possible qu'il y ait eu 2 tueurs cette nuit-là, car elle avait vu 2 hommes monter dans une voiture près de la maison des Bricas. De plus, elle estime qu'un homme seul aurait eu du mal à maîtriser Jerry qui était très musclé. Cependant, je m'interroge. Si les tueurs ont quitté les lieux tout de suite après les crimes comme ce témoignage l'indique, qui a pris le journal du lundi matin? Il est plus probable que le tueur a passé la nuit dans la maison pour effacer ses traces et qu'il est parti au petit matin après la distribution du journal. Les détectives qui s'étaient occupés de l'affaire à l'époque ne perdent pas espoir. Les avancées technologiques concernant l'ADN et la généalogie permettront peut-être un jour de mettre un visage sur ce tueur. Il y a encore 2 enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. J.T. Townsend, qui est auteur et historien du crime, a écrit le livre « Summer's Almost Gone », sorti le 29 octobre 2020 sur cette affaire. Il a eu pour ça accès aux archives et dossiers des meurtres. Les autorités espèrent que le livre pourra raviver les mémoires. Alors, selon vous, qui est l'auteur de ces meurtres?